La rapidité d'accès à l'information, combinée aux obligations financières, professionnelles ou familiales, nous amène souvent à oublier de satisfaire nos besoins fondamentaux. Lorsque ceux-ci sont mis de côté trop longtemps, notre état psychologique s'en ressent. Ces manifestations physiques et psychologiques sont les messagers de notre inconscient. Ils nous invitent à nous recentrer sur nous-mêmes. Les attitudes de pleine conscience et la méditation de pleine conscience nous fournissent les outils nécessaires pour nous amener à se fixer dans le moment présent au lieu de toujours s'éparpiller. On en parle avec Nadine Bachand. Je suis Emmanuelle Pinel. Bienvenue dans C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec, Chaudière-Appalaches, qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Bonne écoute! Allô tout le monde, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille aujourd'hui à notre micro Nadine Bachand. Bonjour! Bonjour Emmanuelle. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à collaborer à ce balado C'est dans ta tête. Donc, Madame Bachand, vous êtes écologiste chez Équiterre, professeure de yoga et de méditation, auteure et conférencière. Avec toute cette expérience-là, ce sera vraiment intéressant de discuter avec vous de pleine conscience. Et puis, j'aimerais commencer tout d'abord par la bonne vieille définition de c'est quoi la pleine conscience? Oui, la pleine conscience, c'est toujours la merveilleuse question. C'est, effectivement, comme, tu l'as nommé en introduction, la conscience de soi-même et de notre environnement, moment présent après moment présent. Il y a différents types de méditation, mais dans la méditation qu'on dit de pleine conscience, on vient pratiquer cet état-là, on vient pratiquer ce muscle-là. Donc, la méditation de pleine conscience, c'est de s'asseoir en silence, puis d'être présent en observant sans jugement, avec ouverture d'esprit, toutes les pensées qui nous traversent, les habitudes mentales intérieures, qu'elles soient positives ou négatives, les émotions, nos perceptions, nos sensations. Donc, on observe tout ça sans les alimenter. Donc on va pas, on va simplement être dans l'observateur comme quelqu'un qui contemple, un ciel, nuageux ou un ciel, ensoleillé et on OK. va pas non plus les repousser. Donc la notion de non-jugement ou de non-condamnation est très importante. OK. Donc, c'est vraiment être à l'écoute. Puis, me semble que c'est différent aussi de ce qu'on voit à l'habitude par les approches plus cognitivo-comportementales, où est-ce qu'on veut modifier notre discours cognitif, modifier nos émotions, tandis que là, c'est vraiment de se permettre de les vivre, de les ressentir. C'est justement de pas les cacher finalement, là. Oui, c'est ça. Mais on OK. les nourrit pas, donc on poursuit pas dans le fond les pensées, les émotions, nos OK. états, fluctuants intérieurs, hein. On est comme, Ouais. l'observateur, l'image, de la rivière qui coule ou des nuages dans le ciel est très bonne, hein, ou même de l'océan. Ça, c'est une image que j'aime beaucoup, l'océan et ses vagues. Dans le fond, c'est que quand on s'installe en méditation pleine conscience, ben, on s'aperçoit que nos états temporaires qui nous traversent sont comme les vagues à la surface, qui ça vient représenter un peu nos pensées, les émotions, les sensations. Mais nous, notre conscience profonde, si on veut, on est plutôt comme l'océan vaste qui est très, immense, et toute vague sur le dessus de l'océan vient s'élever momentanément, puis juste revenir heu, invariablement, se fondre à nouveau dans l'océan sans jamais devenir autre chose que l'océan lui-même. Je trouve que c'était une très belle image pour, Oui. illustrer, c'est quoi la pleine conscience. OK. Puis comment on peut arriver à calmer notre mental, là, tu sais, pour en arriver à la pleine conscience, puis avec des trucs concrets au quotidien peut-être, là? Parce que de ce que j'en comprenais aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de toujours s'asseoir et méditer, tu sais, pour pratiquer la pleine conscience. J'ai comme vu, en faisant mes recherches, qu'il y avait une possibilité d'appliquer des petites choses ici et là au quotidien. Est-ce que c'est ça, Oui, aussi. oui? On parle de méditation formelle et informelle, hein, dans ce cas-là, ou de OK, pleine OK. conscience formelle et informelle. La formelle, dans le fond, on va dire qu'on est assis sur le coussin et là, on est vraiment dans le silence, en observateur. C'est vraiment important dans ce moment-là d'avoir, choisi, une encre, c'est-à-dire un objet, un point de référence neutre sur lequel on va focaliser notre attention et de manière générale, ça va être notre respiration. Des fois, c'est les sensations physiques. Donc ça va OK. nous aider
à revenir sans cesse au présent. Notre esprit va partir vagabonder, c'est invariable. Il va partir dans le passé, il va aller dans le futur, faire des projections. L'important, c'est que quand on s'en aperçoit, de revenir à la sensation de l'encre qu'on a choisie, donc que ce soit, par exemple, le bassin qui est sur notre coussin de méditation ou notre respiration, par exemple, le souffle qui entre et sort des narines, cette sensation-là, ou l'abdomen, le ventre qui monte et descend, de vraiment juste tout le temps revenir à cette sensation-là. Puis, ça, c'est quand même très important de faire, la méditation assise le plus Mhm. régulièrement possible. C'est ça qui OK. permet vraiment d'installer l'état puis de le faire, se développer, si on veut, de jour en jour. Mais comme tu l'as mentionné tout à fait, après ça, dans le quotidien, ben, Ouais. on peut faire, le plus de choses possibles finalement, mais en pleine conscience. En étant conscient, et en se ramenant dans nos sensations physiques, dans notre respiration, on peut marcher en pleine conscience. On peut, en marchant, on peut, se concentrer sur la sensation du sol sous nos pieds, rythmer notre respiration avec nos pas, par exemple. On peut manger en pleine conscience, on peut avoir une écoute active en pleine conscience. Donc, c'est sûr que la pleine conscience, après, c'est de la pratiquer le plus possible, au quotidien. Donc OK. d'être capable de se ramener à: «OK, ici, maintenant», se ramener dans le corps, se ramener dans la respiration, observer: «Ah OK, là, j'étais en train de partir dans, du passé ou du futur, des scénarios, je me ramène au présent, ici, maintenant». Donc c'est ça, il y a 2. C'est OK. complémentaire les 2. Mmh. OK, ça marche. Puis justement, on parle de le faire le plus possible au quotidien, mais y a-tu quelque chose qui est vraiment recommandé par rapport, excusez, à la fréquence? Tu sais, y a-tu, c'est-tu exemple une fois par jour la méditation plus formelle ou tu sais, y a-tu quelque chose, d'établi par rapport à ça? Oui. L'idéal, c'est un petit peu similaire à l'exercice physique ou à l'apprentissage de, par exemple, un nouveau sport ou un instrument de musique. Plus OK, on pratique, plus, ça va se développer, plus on va être capable de bien de l'utiliser, d'utiliser notre instrument, si on veut. OK, Heu, donc, la régularité est importante. C'est préférable de méditer quotidiennement si on peut. Et c'est là qu'on va voir aussi le plus de transformation. Puis, j'aime l'image aussi, c'est ma professeure de yoga qui emploie cette image-là, j'ai trouvé très bonne. C'est aussi comme se brosser les dents. Est-ce qu'on passerait une journée sans se brosser les dents? Donc c'est aussi ah ouais. une hygiène intérieure. La méditation, ça amène beaucoup de clarté, un peu comme si effectivement on avait fait le ménage OK, ou on s'était OK. brossé les dents, donc ça amène une fraîcheur. Ceci dit, il y a des jours où on se brosse les dents, peut-être qu'on va sentir un petit peu moins la bouche fraîche que la veille, c'est OK, c'est correct. L'important, c'est de le faire. OK. Ceci dit, ça se peut qu'on soit pas capable de méditer quotidiennement, ça peut arriver. Dans ce temps-là, c'est important d'être doux avec soi-même, puis de pas se culpabiliser. Mais une pratique qui est de au moins 3 à 4 fois par semaine, là, ça donne des résultats. Ça Un donne beau résultat, OK. ouais. Puis justement, tu sais, dans tous les bienfaits, dans tous les avantages, êtes-vous capable de m'en nommer quelques-uns pour bien comprendre qu'est-ce Absolument. qui serait justement à commencer peut-être à l'appliquer, là? Oui, tout à fait. Bon, dans les 20 dernières années, il y a de plus en plus de recherches qui ont été, faites sur les effets de la pleine conscience. Ceci dit, il y a beaucoup de choses encore qui ne sont pas nécessairement comprises dans les effets de la pleine conscience puis de la méditation. Il y a des questions qui semblent assez, bien, documentées, d'autres que les chercheurs explorent encore. Fait que ce qu'on OK, sait, par contre, c'est que la pleine conscience nous aide à aiguiser notre attention. Donc, ça aide à réduire le vagabondage de l'esprit, ça améliore notre capacité à résoudre des problèmes. Ça aide aussi à contrer ce qu'on appelle l'habituation, donc la tendance d'arrêter d'être attentif à une nouvelle information dans notre environnement parce qu'on s'y habitue. Donc, l'information se rafraîchit davantage. Pour les méditants de longue date, ce qu'on appelle l'activité du réseau par défaut dans le cerveau, donc la partie de notre cerveau qui, quand elle est pas occupée par une activité ciblée, va ruminer sur les pensées, les émotions, les expériences. Donc ce réseau-là, par défaut, se calme. Donc ça fait en sorte qu'on OK, rumine moins OK, sur le OK. passé, sur le futur, sur nous-mêmes, sur notre place dans le monde et cetera. Ça augmente aussi la résilience face au stress.
Donc Ah, ça aide, le corps, l'esprit à se remettre du stress puis des situations stressantes, de manière, plus optimale. Donc les recherches en neurosciences, montrent que les pratiques de pleine conscience viennent atténuer l'activité de notre, amygdale, pas les amygdales dans le fond de la ouais, gorge, mais l'amygdale qui est ouais, la petite structure dans le milieu du cerveau oui. et elle, c'est une structure qui contrôle entre autres la peur, l'anxiété, qui va déclencher les réflexes de combat ou de fuite, hein, quand on se sent, menacé, quand on est dans un mode survie. Les pratiques de pleine conscience vont atténuer l'activité de notre amygdale, puis augmenter les connexions entre cette partie-là et notre cortex préfrontal. Donc, ces 2 parties-là, vont nous aider, à être moins réactifs aux facteurs de stress, puis à mieux récupérer du stress quand on en fait OK, l'expérience, entre OK, autres. OK. Ah, mais c'est intéressant. Puis, est-ce que c'est pour tout le monde? Tu sais, est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut le pratiquer? Ou il y a des clientèles particulières que c'est peut-être moins indiqué? Ou puis il y a aussi la question, je me posais, connecte à ça, c'est, tu sais, est-ce qu'on doit absolument être accompagné dans ce processus-là ou il y a peut-être des trucs qu'on est capable de le faire par nous-mêmes? Une très bonne question. La méditation, ça peut ne pas être bon pour tout le monde tout le temps. On OK. c'est sûr que la pleine conscience, ça induit pour beaucoup le sentiment de paix, de calme, mais c'est pas nécessairement toujours l'expérience de tous. Parfois, s'asseoir avec soi-même, ça peut être une expérience difficile. Les personnes qui ont vécu, par exemple, un ou des traumatismes, puis qui s'assoient, et viennent méditer, ça peut parfois, pas toujours, des fois ça peut aider là, davantage, mais parfois ça peut évoquer des souvenirs, des expériences douloureuses qui sont récents ou parfois même des plus vieux, souvenirs d'expériences douloureuses qui datent de décennies puis auxquelles on n'est peut-être pas prêt à faire face. Donc, OK. pour ces raisons-là, il y a, des chercheurs qui ont développé un ensemble de bonnes pratiques pour, Mmh. ceux qui accompagnent, les personnes, qui pourraient avoir, l'important, c'est par exemple, il y a plusieurs bonnes pratiques, mais entre autres de connaître les signaux. Ah, Par exemple, une personne dans une séance de méditation qui pourrait, transpirer de manière excessive, devenir pâle, avoir un tonus musculaire, extrêmement rigide ou que la personne semble très déconnectée de son corps, par exemple. Donc dans ce cas-là, c'est des signaux où on peut aller, discuter avec la personne après en douceur et peut-être voir que peut-être ça prend plus qu'une pratique de méditation de base pour aider cette personne-là. Hem Il peut y avoir, par exemple, on peut proposer des ancrages différents. Tout à l'heure, je parlais de l'ancrage dans la respiration. ouais. Bien, la respiration, c'est sûr aussi que, c'est pas neutre, hein, pour les personnes qui ont peut-être vécu des traumatismes. C'est une zone du Mmh. corps qui peut avoir emmagasiné beaucoup de tension liée à un traumatisme, puis se connecter à la respiration, ça peut venir peut-être réveiller des événements difficiles. Donc dans ce temps-là, on peut varier, les points d'ancrage, les points d'attention. Ah, Donc mais on c'est peut, intéressant. ouais, donc on peut utiliser, par exemple, les sensations des mains qui sont déposées sur les cuisses ou le bassin sur le coussin, par exemple. Utiliser, le sens de la vue, se focaliser, par exemple, sur une bougie. Puis être plus dans l'invitation que dans des formules, verbalement, là, qui ressemblent plus à des commandes, hein. Par exemple, Mmh. on va, proposer aux méditants, lorsqu'on guide une méditation, de soit, oui, fermer les yeux si c'est confortable, mais si c'est pas confortable, de les garder mi-clos, mi-ouverts, puis de garder le regard, à quelques pieds devant soi. Ça, c'est tous des petits trucs là où on aide la personne aussi à reprendre son pouvoir, en mettant l'accent sur l'écoute puis sa sensibilité, envers les signaux de son propre corps. Donc on l'aide à reprendre aussi son pouvoir parce que quand on vit un traumatisme, par exemple, ben, c'est aussi que là, on sent il y a quelque chose qui est envahissant, qui nous est comme imposé, on perd le contrôle. Donc là, au contraire, là, on remet, davantage les commandes à la personne. Donc, Mmh. c'est sûr que là, c'est d'y aller chacun peut y aller un petit peu avec le pratiquant la personne qui veut s'initier à la méditation peut y aller avec son senti. Il peut y avoir des très bons CD de méditation ou
par exemple, qui accompagnent certains livres et là, on peut évaluer si lorsqu'on s'assoit, est-ce que OK, je pense que là, c'est de voir, si on est mieux d'être accompagné ou si, c'est bon, il y a un certain confort quand même. C'est sûr que des fois, même une personne qui a pas nécessairement vécu de grands traumatismes, ça peut être inconfortable, des fois, certaines émotions qui se réveillent, mais il y a des outils en méditation quand même pour, les accueillir, les accompagner. Puis là, c'est de discerner est-ce que c'est envahissant? Ben là, oui, c'est mieux probablement d'être accompagné à ce moment-là. OK, OK. Ah. Puis ça prend combien de temps, tu sais, avant d'être à l'aise avec les outils? Tu sais, est-ce qu'on parle d'années ou ça s'apprend quand même assez vite? Il y a plusieurs avantages comme, la concentration accrue, la diminution du stress qu'on peut vraiment ressentir rapidement après quelques semaines. OK. D'autres effets, ça prend plus de temps à se développer, mais plusieurs études, qui ont même utilisé l'imagerie, Ah la ouais? neuroimagerie, donc l'imagerie par résonance magnétique du cerveau, qui ont montré que la méditation, modifie la forme, la structure, le fonctionnement du cerveau après aussi peu que 8 semaines de la Mmh. méditation qu'on appelle classiquement de pleine conscience. OK. Il y a des effets là, qui ont été mis en lumière sur, l'augmentation du volume de la matière grise, donc vraiment des régions là, du cerveau là, super importantes au niveau de l'hippocampe, par exemple, du côté gauche, qui est une structure qui est impliquée dans l'apprentissage, la mémoire, la régulation émotionnelle. La jonction temporaux-pariétale, ça, c'est une zone dans le cerveau qui est impliquée dans l'empathie, la compassion. Puis comme je le disais tout à l'heure, une réduction de la taille de l'amygdale, par exemple, qui contrôle, entre autres, la peur, l'anxiété. Donc, après quelques semaines seulement, on peut déjà remarquer, des effets. Donc OK. c'est intéressant, oui. Puis justement, on parlait de compassion, mais c'est quoi la place de la compassion dans la pleine conscience? C'est très intéressant comme question parce que moi, avec mon expérience personnelle et les recherches que j'ai fait, ce qu'on peut voir, dans le fond, c'est que la pleine conscience, gagne à être synergisée avec, l'aspect de la compassion et on Mmh. se rend compte que, je regardais une étude notamment qui a vraiment mis en lumière les aspects de la pleine conscience qui sont reliés à la compassion, puis comment cette interaction-là entre les 2 aide à développer nos capacités humaines optimales. Donc cette recherche-là a trouvé que l'autocompassion, donc dans des Ouais. méditations où on s'offre de la compassion et aussi on offre de la compassion à autrui, bon, ça moi dans les méditations que je propose aussi d'englober, la belle nature, l'environnement, toute la terre au fond, là, toute l'immense abondance et de nos écosystèmes. Donc, Mmh. cette étude-là a trouvé que l'autocompassion et la gratitude, qui sont 2 variables liées à la pleine conscience, ont un effet sur 6 dimensions du bien-être: l'autonomie, l'acceptation de soi, la maîtrise de l'environnement, la croissance personnelle, les relations positives avec les autres et puis le but de la vie. Donc, ces résultats-là, nous donnent à penser que la compassion, c'est un mécanisme, sous-jacent qui est important dans la pleine conscience parce que ça semble vraiment favoriser des niveaux plus élevés de bien-être intérieur et puis un fonctionnement humain, optimal par une attitude de conscience envers soi-même, envers les autres, puis de bienveillance aussi envers soi et les autres. Donc, hem, ils doivent marcher, main dans la main finalement pour vraiment Mmh. bien optimiser, les effets. Ils sont complémentaires dans le fond. Oui, tout à fait. Puis, beh, ça amène en fait à à faire, rayonner, à faire, s'épanouir, Ouais. nos qualités intrinsèques humaines, de connexion, de se sentir, tous reliés, de se sentir Mmh. plutôt unis que plutôt séparés aux autres êtres humains, aux autres êtres vivants. Donc, de développer nos belles qualités là, de bienveillance, de bonté aussi, donc c'est vraiment complémentaire. OK. Puis
si on a le goût d'en apprendre un peu plus sur le sujet, est-ce que, soit par la lecture ou même je voyais des applications des fois sur les cellulaires là, comme Petit Bambou, ces choses-là. Tu sais, y a-tu des trucs qui sont vraiment plus à conseiller puis d'autres non? Parce que des fois, tu sais, on en entend de plus en plus parler justement. Puis je voyais des fois, je me demandais, bon, est-ce que c'est crédible si on veut ou c'est un peu plus charlatan? Puis, tu sais, y a-tu quelque chose vraiment précis peut-être à nous suggérer puis à nous guider vers pour les débutants, quelqu'un qui aimerait commencer à pratiquer la pleine conscience? Mmh. Il y a tellement de bons ouvrages. Je vais nommer juste quelques auteurs que moi Oui. j'aime beaucoup, mais il y en a d'autres là, je les nommerai pas tous, ce serait long. Mais, j'aime beaucoup, notamment Tara Brach. C'est une psychologue, américaine qui, est également, a été formée là par, les approches de méditation, pleine conscience, qui sont d'origine là, OK. orientale, donc dans le bouddhisme et elle fait vraiment l'alliance là de l'Orient et de l'Occident, je dirais. OK. Plusieurs de ses livres ont été traduits en français, des CD également de méditation. Donc Tara Brach, c'est vraiment très excellent. Jon Kabat-Zinn, hein, qui est un de ceux qui a vraiment, traduit, l'origine de la pleine conscience, hein, qui nous vient, de comme je disais, des approches plus, du côté oriental. Donc il les a traduits, pour, l'Occident, finalement. Donc Jon OK. Kabat-Zinn a plusieurs ouvrages traduits en français, des CD de méditation également. S'il y a des praticiens qui souhaiteraient, des praticiens de la santé qui souhaiteraient aller plus loin dans justement bien comprendre comment on peut accompagner les gens qui ont peut-être vécu des traumas. Donc, effectivement, il y a Tara Brach qui est excellente là-dedans. Puis aussi, un auteur qui s'appelle David, Treleaven, qui, s'est vraiment spécialisé dans les liens entre trauma et pleine conscience. Donc, c'est pour n'en nommer juste que quelques-uns. Merci beaucoup. Merci infiniment de votre générosité d'avoir passé tout ce temps-là avec nous. Ça fut vraiment très intéressant et très apprécié aussi. Merci infiniment, ça m'a fait plaisir. Vous écoutiez C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentalca.com. Bye bye, à prochaine!